dormir et qu'on ne fait plus de bruit après 20h et 22h en France, c'est interdit, donc c'est pour bien dormir. Et sur le plan physiologique, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a l'élévation du seuil d'éveil et de réactivité au stimuli. C'est-à-dire un sujet qui s'endort, vous pouvez évaluer la profondeur de son sommeil avec l'intensité de stimulus que vous allez provoquer pour le réveiller. Donc voilà, il y a une élévation du seuil de la réactivité au stimuli qui se produit. Et surtout, quelque chose qui est fascinant, pour moi c'était extrêmement fascinant, c'est cette réversibilité rapide d'un état à un autre. Et là, il faut comprendre, lorsqu'on est dans un état de coma, ça peut ressembler un peu à un état de sommeil profond, mais dans l'état de coma, il n'y a pas de réversibilité rapide. Il y a une stabilité de l'état qui est l'état pathologique, mais dans l'état de sommeil, il y a une réversibilité extrêmement rapide. En quelques secondes, plus ou moins long, ça dépend des sujets, le sujet peut passer à l'état d'éveil, et c'est ce qui peut se produire comme révolution dans les mécanismes de régulation au niveau du cerveau, c'est quelque chose d'absolument fascinant. Voilà donc cette réversibilité, je parle évidemment de la physiologie. Alors, ce qui s'est passé au XXe siècle, c'est ça en fait. C'est à partir de là où on a commencé à quantifier le sommeil, lorsqu'on a pu capter l'activité électrique des neurones, et évidemment chez l'animal au départ, puis ensuite chez l'homme. Tout ça, ça a été des travaux qui ont porté sur des décennies, et on a vu effectivement qu'il y a une variation des ondes électriques du cerveau. Il y a vraiment un balai des ondes électriques du cerveau pendant le sommeil. Et en fonction de leur fréquence, en particulier, c'est la fréquence qui compte, mais aussi sur l'amplitude, on peut voir dans le sommeil profond une activité très, très ample. Alors on va quantifier, évidemment je n'entre pas dans le détail, pour voir, selon des paramètres, pour voir si le sujet dort ou pas. On regarde le cerveau, on regarde le mouvement des yeux, on regarde le tonus musculaire, etc. Et puis on peut associer à ces paramètres, qui sont les paramètres absolument nécessaires pour évaluer un état de sommeil, des tas d'autres paramètres physiologiques pour voir les variations, par exemple, des hormones et de ceci et de cela. Ça demande effectivement des structures d'élaboration extrêmement complexe et qui n'est pas à la disposition de la médecine clinique courante, mais pour la recherche. Alors ici, en persan, j'ai trouvé ça en persan, moi je me suis demandé s'il y avait des labos de sommeil. Ça commence. Je dois dire, je suis un peu malheureux parce qu'en Iran, il n'y a pas, c'est pas avancé. Franchement, c'est pas avancé. J'ai rarement vu, il y a des grands spécialistes de sommeil iraniens à l'étranger, mais j'ai rarement vu, j'en ai pas vu, on va dire, dans aucun congrès, des Iraniens venir présenter des travaux. Alors j'ai vu, en fait, j'ai eu ce plaisir de découvrir qu'effectivement, ils ont maintenant des laboratoires qui commencent. Alors ça, c'est des labos privés, hein, c'est universitaire. Alors cet examen dont je vous parlais, ça s'appelle une polysomnographie en français, et j'ai vu qu'en persan, on l'appelait de la même façon, polysomnographie. Ça veut dire qu'on fait des graphes pendant le sommeil, mais plusieurs graphes, donc polygraphie de sommeil. Voilà, polysomnographie. Et qui dit là, alors pour l'information du public, il dit que c'est la meilleure manière de mesurer les états de sommeil, etc., et en persan. Et venez à notre laboratoire, faisons ça. Voilà. Alors le résultat, ce qu'on appelle un hypnogramme, c'est cette courbe qu'on obtient. Alors vous voyez, le sommeil n'est pas un état unitaire. Et ici, je n'ai pas pris mon truc. Alors vous voyez, est-ce que j'ai... Ah, j'ai pas mon truc. Ah bah il est là. Alors ici, c'est le début de notre sommeil. C'est juste pour comprendre ce que j'ai dit au départ. Et ici, c'est la fin. Donc vous voyez ma flèche? Oui, oui. Voilà. Alors vous voyez le début et la fin. Ça fait 8 heures de sommeil. 8 heures, c'est réglementaire. C'est pas physiologique. C'est le règlement. Mais ceci dit, c'est une moyenne. Okay. Alors, il y a plusieurs cycles de sommeil. Vous voyez la partie en bleu, c'est les parties qu'on qualifie de sommeil lent, c'est-à-dire les ondes sont lentes. Les parties en rouge, c'est les parties qu'on qualifie de sommeil paradoxal. Et les ondes sont tout à fait différentes. Ce sont des ondes de très faible amplitude et rapide. C'est une activité mixte avec des ondes
plus ou moins rapide, mais c'est une activité absolument différente de ce qu'est l'activité de sommeil lent. Alors, lorsque vous regardez ce sommeil, et c'est important de... Voilà, ma flèche. Vous voyez, dans la première partie, alors plus le trait descend, plus le sommeil est profond. C'est comme dans une piscine. Plus le bas est au fond, plus il est profond. Alors ici, on est dans le sommeil lent profond. C'est le sommeil de récupération. Alors si vous regardez, c'est ce qu'on appelle la récupération. Le matin, lorsque vous levez, vous dites « Ah, j'ai bien dormi », ça veut dire quoi? J'ai fait du sommeil lent profond. Mais on ne dit pas comme ça. On dit « J'ai bien dormi ». En fait, c'est du sommeil lent profond. Okay. Alors, lorsqu'on regarde, on voit dans quelle partie du sommeil on a le sommeil lent profond? Au début. Il suffit de regarder le tableau. Au début. Au début. Dans la première partie de la nuit. Et dans quelle partie on a le sommeil paradoxal? Essentiellement à la fin. Donc, ce n'est pas le même état de sommeil. Pour voir un sommeil, vraiment apprécier le sommeil, il faut faire une nuit entière. On ne peut pas faire 1 heure ou 2 heures de sommeil, d'enregistrement de sommeil, pour voir si le sommeil est bon ou pas. Parce qu'on ne sait pas. Il faut voir la totalité de ces 4 ou 5 cycles de sommeil. Donc, une nuit de sommeil est constituée de 4 à 5 cycles. Chaque cycle comprend du sommeil lent profond et du sommeil paradoxal. Et chaque cycle fait 90 minutes en moyenne. Là aussi, c'est un chiffre réglementaire, mais en moyenne, c'est 90 minutes. Mais ça peut être un peu plus long, un peu plus court, etc. Voilà, ça s'appelle un hypnogramme. Et lorsqu'on fait une polysomnographie, on sort ça et on regarde voir ce qui se passe avec le sujet. Alors évidemment, l'insomniaque, c'est pas ça. Ça aussi, c'est un hypnogramme réglementaire, parce que c'est parfait. Ça, c'est parfait. Mais il y a certains sujets qui ont ça. Pas tellement les Parisiens. Mais il y a certains sujets qui ont ça. C'est ça. Mais on ne le trouve pas souvent. Mais ça, il faut le retenir. Si vous l'avez dans l'esprit, vous aurez une bonne note à l'examen. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire du sommeil? Effectivement, on s'est intéressé. Le plus ancien texte, c'est Aristote, qui s'intéressait un peu à tout. Donc, il a parlé de sommeil, mais j'en dirai pas plus. Et puis, on voit l'activité électrique, vous voyez, fluctuante à la surface corticale du lapin, c'est les Caton en 1875, et après 1890 chez le chien, etc. Et puis Alfred Maury parle de la structure temporelle du rêve, c'est tout au début, et on est au début du XXe siècle. Et enfin Hans Perger, ça c'est le grand nom, qui a établi l'examen EEG. EEG, c'est un examen très classique, c'est plus du tout un examen comme c'était à cette époque-là, c'est très courant, c'est quelque chose d'extrêmement classique. C'est Hans Perger qui a défini chez l'homme les rythmes alpha, bêta, les ondes lentes du sommeil, etc. Je vous en parlerai peut-être si... Et puis Alfred Liebowitz qui a fait EEG et sommeil, il a relié les deux. Et puis après, ceux qui ont travaillé les grands noms comme Arzensky, Kleckman, et puis après, les deux états différents du sommeil. Et là-dessus, je vais rester un peu plus longtemps parce qu'il y a deux grands noms. Il y a Desmint et Jouvet, qui est un Français, qui était probablement un des plus grands vraiment. C'était génial, il aurait dû avoir le prix Nobel, mais enfin, il n'a pas eu. Il aurait été américain, il l'aurait eu certainement. Donc, il y a vraiment, à la fin des années 50, ils ont découvert Desmint, qui était un étudiant de médecine et qui observait les... En fait, parce que dans le coma aussi, le cerveau passe par des états de sommeil également. Donc, observer les EEG, disons, des malades dans le coma. Et il avait remarqué, je vous ai parlé, il y avait les ondes cérébrales, mais il y avait les mouvements oculaires. Et il voyait que tous les 90 minutes, en gros, apparaissaient des mouvements très très rapides des yeux. Bizarre, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Et de son côté, Jouvet, vous voyez, Desmint, c'est 1957, et Jouvet, alors il a parlé REM, Sleep, Rapid Eye Movement Sleep, c'est-à-dire le sommeil qui correspond au mouvement rapide, au mouvement oculaire rapide. Alors, évidemment, après, on a rapporté ça au rêve, et chez Jouvet, c'était différent. Lui, il travaillait sur le chat. Le chat, c'est l'animal parfait pour l'étude du sommeil, on parle de sommeil paradoxal, parce que c'est l'animal qui fait du moins l'animal à portée de la main, facile à exploiter, etc., le pauvre chat, pour
étudier le sommeil paradoxal, il fait des longues durées de sommeil paradoxal sur 24 heures. Il dort, le chat dort le jour et la nuit, les rats en général dorment le jour, ils sont actifs la nuit, tous les rongeurs d'une manière générale, mais le chat il dort et puis ça ne le dérange pas du tout qu'on aille le regarder. Vous voyez, il y a des animaux qui peuvent être dérangés, on les gêne, etc. Donc voilà, donc il y a tout ça, toute une psychologie, et il faut établir le modèle animal. Alors Jouvet, qui travaille à Lyon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a détruit, alors évidemment c'était extraordinaire, une structure extrêmement petite, d'une tête d'épingle au niveau du tronc cérébral, qui s'appelle locus ceruleus. Il a détruit et il a vu que ce chat qui dormait, à un moment donné, il se levait, il marchait, il courait et il chassait. Et il s'est dit, ben voilà, il est en train de rêver. Et effectivement, c'était le rêve, parce que les animaux rêvent aussi, il a pu mettre en évidence ce rêve animal. Donc, enfin, je en parle avec émotion, parce que vraiment, c'était génial. Donc, Sol Labo existe toujours. C'est un grand centre d'études de sommeil. Voilà. Et puis après, on a établi les règles. Maintenant, évidemment, les règles d'interprétation du sommeil sont des règles universelles. Il y a des grands congrès mondiaux de sommeil. En France, évidemment, il y a aussi une société extrêmement active et vivante. Et les Rechtschaffen-Ekels, on a établi le codage EEG du sommeil, on a tous appris ça, et après il faut apprendre à lire, mais il faut savoir que lorsqu'on faisait avant l'ère informatique, alors l'ère informatique a beaucoup aidé parce que ça a amené l'étude du sommeil dans le domaine clinique, de manière, lorsque vous étudiez 8 heures de sommeil, vous savez, c'est du papier comme ça, et il faut le lire, alors on n'arrive pas à interpréter ces choses-là en peu de temps, il fallait 2 personnes, enfin, c'était complètement fou, il fallait faire les calculs, etc. Mais maintenant, c'est l'ordinateur, vous cotez par exemple sur l'écran et boum, immédiatement le résultat sort avec les calculs, etc. Donc on peut faire des enregistrements tous les jours, des tas de patients, avoir les résultats, les ceci, les cela, etc. Mais il faut évidemment les coter. Mais ça va beaucoup plus vite sur un écran d'ordinateur que sur le papier. Moi je me souviens, alors j'avais commencé il y a presque 40 ans à travailler dans le domaine du sommeil, eh bien